Je suis socialiste. Ça, c'était en janvier 2015. Bon, Emmanuel Macron était socialiste. Voyons ce qu'il disait un an plus tard. Pourquoi c'est étonnant? Franchement, vous avez une Il n'y a forme... jamais eu un ministre socialiste qui a visité le Puy du Fou jusque-là. Alors, 30-40 ans. Vous êtes le premier. l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement, un gouvernement de gauche. J'ai moi-même pris des initiatives politiques qui ne vous ont pas échappé, nous en avons parlé tout à l'heure. Mais, je veux dire, quelle importance? Le virus du en même temps. Mais c'est magnifique, je vous assure, on peut sourire, mais c'est une catastrophe en fait. Souris puisque c'est grave. C'est une catastrophe. Voilà, il ne sait même pas s'il est socialiste ou pas. Donc c'est ennuyeux. D'ailleurs, est-ce qu'il l'est? Non. Ah. Je pense qu'il l'est pour certains sujets. Non, Je pense qu'il l'est pour les questions, par exemple, de sécurité, les questions migratoires. Je pense que là, il est fondamentalement socialiste. Et d'ailleurs, il a nommé Édouard Philippe dès qu'il est arrivé, comme pour dire « je ne suis pas socialiste, regardez, je nomme un ancien élu de droite ». Bon, finalement, chasser le naturel, il revient au galop. Et quand vous regardez l'entourage du président de la République, c'est très intéressant. Vous avez quand même beaucoup de gens qui viennent eux aussi des rangs socialistes. Oui, mais les socialistes, oui, mais c'est comme François Mitterrand n'était pas vraiment socialiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, Emmanuel Macron n'est pas socialiste. Il est macroniste. Il est ça va lui plaire. Là, vous allez peut-être terminer à l'aile madame. Ça, si vous dites que... Là, à mon avis, l'aile madame va vous inviter. Je pense que si vous dites... Non, mais je crois que Rachel a raison. Oui. Il est macroniste au sens où il est, pragmatique. Il s'adapte aux circonstances. N'oubliez jamais... oui, il s'adapte aux circonstances dans la parole. Oui, mais il a voté Chevènement en 2002. Oui. Donc à l'époque, il était plutôt chevènementiste. Bon, il évolue au fil de l'actualité, du contexte. C'est quelqu'un qui s'adapte. Alors, Laurent Wauquiez est-il socialiste? Non, comme ça tout le monde. Non, mais attendez, parce qu'on va tous devenir fous. Laurent Wauquiez est-il socialiste? Cette question. Ah il ne censure pas. Donc il est socialiste, il ne censure pas. Ça ne veut pas dire qu'on est... ça ne veut pas dire, si tu ne censures pas le Premier ministre, si tu ne censures pas un gouvernement socialiste... Il veut de la stabilité, M. Wauquiez. Non, cet argument n'existe pas. C'est-à-dire que parce que tu veux de la stabilité, tu préfères le socialiste. Alors écoutons Laurent Wauquiez, et je pose la question, Laurent Wauquiez est-il socialiste? Écoutons-le. J'ai été déçu. Moi, j'aime bien que les choses soient claires. Quand je suis allé voir François Bayrou mardi, je lui ai dit qu'il y a des choses qu'il fallait qu'il bouge. Et que ce qui ne passait pas, c'était le sentiment que c'était toujours les mêmes qui payaient. Certes, dans son budget, il y a des économies, mais il y a beaucoup d'augmentation d'impôts déguisés. Et qui tombent sur les mêmes, c'est-à-dire la France qui travaille, la France qui a travaillé toute sa vie, avec, pour nous, les députés républicains, cette mesure qui est quand même très symbolique, qui a heurté, qui est la suppression des 2 jours fériés, sans même de salaire en face. Là-dessus, je veux être bien clair, on a pris un engagement, nous. On ne censure pas. C'est-à-dire qu'on ne censurera pas un gouvernement socialiste, on ne censurerait pas un gouvernement du RN. Pourquoi? J'essaie d'être cohérent avec ce que je vous dis. Je vous dis que je suis pour la stabilité politique. Nous ne faisons pas partie de ceux qui font tomber des gouvernements dans ce pays. Tout simplement parce que, quel qu'il soit, je pense que l'instabilité, c'est catastrophique pour le pays. Mais alors, Bruno Retailleau, lui, il n'est pas socialiste, parce que lui, il n'est pas d'accord avec M. Wauquiez. Puisque lui, il censure. Et c'est ce qu'il a dit, je crois, dans un tweet que nous allons pouvoir lire, Thomas Bonnet. Voilà, la droite refusera toujours la politique du pire pour la stabilité du pays. Mais il n'est pas question de cautionner la pire des politiques. Si LR a accepté d'entrer au gouvernement, c'est justement pour empêcher la gauche d'accéder au pouvoir. Il ne peut y avoir de chèque en blanc. Si un gouvernement socialiste devait mener une politique contraire aux intérêts de la France, le devoir de la droite serait de l'empêcher, donc de censurer. Pascal Pierre Garbarini, voilà où on en est ce matin. Mais bon, les LR, je leur souhaite bonne chance quand ils vont aller sur le terrain. Ça va être coton d'expliquer aux uns la position des uns et des autres. Mais ça va pas être facile. Moi, ce que Pascal Pierre Garbarini. Moi, ce que je ne comprends pas, à mon humble niveau, c'est que comment on peut aujourd'hui faire appel aux socialistes pour gouverner la France alors que c'est le courant le plus minoritaire du pays. C'est-à-dire qu'ils représentent 15% aujourd'hui d'intention de vote. Ils se sont alliés avec des gens qui sont infréquentables, qui est LFI, qui est en fait un parti insurrectionnel, qui veut mettre la France par terre, les institutions de la Ve République par terre, et qui veut fouler aux pieds toutes nos règles. Et ce sont ces gens-là
qu'on veut appeler pour le gouvernement de demain, alors que la France, elle est dans un état pitoyable où il faut avoir un sursaut et on fait appel à des gens qui ne représentent rien. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable, mais c'est inconcevable que le président du Conseil constitutionnel soit socialiste. C'est inconcevable que le président du Conseil d'État soit contentieux soit socialiste. C'est inconcevable que le président de la Cour des comptes soit socialiste. C'est inconcevable que la magistrature soit tenue également par une magistrature de gauche. Et c'est le divorce avec le peuple. Mais ils ont tellement la trouille. C'est pas que c'est un... Ils ont tellement la trouille. Ça va être violent, hein. Ça va être violent les 2 années, parce que là, ils ont la trouille. Ils perdent le pouvoir sur les idées. Ils vont perdre sans doute le pouvoir des postes. Je peux vous dire, ils vont pas se laisser faire. Hein. Ils ne vont pas se laisser faire. Ça a commencé, ils vont pas se laisser faire. Et puis on voit bien... Vous dire, Georges Fenech. C'est aussi inconcevable que toutes ces institutions soient dirigées et présidées par un autre courant, la droite. Ces institutions, elles doivent être indépendantes. Mais personne n'est indépendant, arrêtez. Mais ça n'existe pas. Mais elle ne l'est pas, vous le savez bien. Mais vous savez bien que... Le Conseil constitutionnel aussi. Mais le Conseil constitutionnel, il faut le ramener à ce qu'il est... Le Conseil constitutionnel, faut revenir à la Ve République, telle que l'avait écrite Charles de Gaulle. Absolument. Le pouvoir aux politiques. Le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, il fait de la politique. Oui. Donc, vous avez des gens qui ont été nommés, qui n'ont même pas la compétence. Oui, parce qu'on a laissé faire. Parce que, voilà, parce que vous voulez que je vous dise, c'est toujours la même chose. Il y a une dérive du Conseil constitutionnel depuis plusieurs années, et qui n'a jamais été, entre guillemets, dénoncée. Au contraire, à chaque fois, on dit... Sauf par Laurent Wauquiez. On dit le gouvernement des sages. contre-pouvoirs. Il a très bien un mot aimable. Les décisions des sages. Mais il a fait un jour un formidable papier, Laurent Wauquiez, où il a dit, à force d'avoir des contre-pouvoirs, il n'y a plus de pouvoir. Absolument. Il a parfaitement raison. Il faut retrouver aux politiques, mais les petits hommes gris l'ont piqué. Exactement. Ils l'ont piqué. Exactement. Ils se sont fait un système aux petits oignons pour eux. Et les politiques n'ont pas le courage d'entrer dans la mouvement. Il y a Éric Zemmour, fin des années 90, le gouvernement des juges. Le coup d'État des juges. Donc là, ces années vont être assez intéressantes pour cela. Alors, Monsieur Bayrou, oui. Sur Laurent Wauquiez. André Valigny. J'ai une citation de Laurent Wauquiez. Oui. On en est aux citations de Laurent Wauquiez. On cite les grands auteurs. En 2002. Vous allez la retrouver manifestement. Même si cela n'est pas assez souligné, le Conseil joue un rôle essentiel dans le fonctionnement harmonieux des institutions de la Ve République. Et dans la foulée, Laurent Wauquiez louait sa jurisprudence, celle du Conseil constitutionnel, remarquable sur les libertés fondamentales. Bah oui, mais c'était il y a 25 ans. Oui. En 2002, oui. Quant au contrôle de constitutionnalité, pas d'hésitation. Cette notion s'impose aujourd'hui avec la force de l'évidence. Elle semble faire partie, etc. Non, mais qu'il y ait un Conseil constitutionnel... Il n'y a pas eu meilleur défenseur du Conseil constitutionnel. Mais il y a 25 ans. Laurent Wauquiez. Sauf qu'il y a une dérive. C'était il y a 25 ans, il y a une dérive. Il a raison. Et vous savez pourquoi il y a une dérive? Comment? Vous allez me le dire. Oui, De Gaulle avait dit le Conseil constitutionnel vérifie la constitutionnalité des lois. Et le Conseil a dit un jour, non, on va aussi vérifier la conformité à la Déclaration des droits de l'homme, aux chartes et maintenant aux principes généraux de la République qu'ils ont définis eux-mêmes. Donc ils se sont arrogés un pouvoir politique en réalité. Moi, je dis toujours la même chose. Non, ça ne va pas dans le bon sens. Tout ça va dans le bon sens. Non. Celui des droits de l'homme. Non, quand on censure la loi sur l'immigration, quand on censure... André Valigny, sauf que tout ce qui est fait en France depuis des années va contre la volonté du peuple. Qu'est-ce que vous en savez, Pascal? Sur l'immigration? Sur les droits de l'homme? Sur les droits de la défense? Non. Qu'est-ce que j'en sais? Il suffit simplement d'écouter les uns et les autres ce qu'ils en pensent. Je vous assure, et si vous ne comprenez pas, d'ailleurs vous le savez bien, que sur l'Europe telle qu'elle a été construite, elle va contre les droits des peuples ou l'envie des peuples. Sur des sujets aussi simples que la voiture électrique ou les éoliennes. La construction européenne... Et sur l'énergie... Par définition, elle nécessite l'abandon de certaines compétences au profit de l'Europe. Eh ben non. Et les Français ils ont dit non. Mais non, ils ont dit non. En 2005, ils ont dit non. En 2005, mais globalement, les Français sont européens, vous le savez bien. Ils savent très bien qu'un pays isolé aujourd'hui ne peut plus rien faire. On dit que la sortie engendre Vous êtes pour le Frexit alors? Vous êtes pour le Frexit? André Valigny, je ne dis pas ça, c'est l'Europe des nations telle que l'avait dit De Gaulle. Je dis simplement que beaucoup, pour ne pas dire la totalité des mesures qui sont prises ces dernières années va contre la volonté des Français. Vous me répondez, qu'est-ce que j'en sais? Je les écoute. Moi aussi, je les écoute. Oui, je suis élu depuis 32 ans dans mon canton. Est-ce que vous pensez que les gens veulent
déplacé 24 fois. Est-ce que les gens veulent de l'éolienne? Pascal, oui ou non? est-ce que vous vous êtes présenté une fois au suffrage universel? Moi, 24 fois. Est-ce que 24 dans un fois. village? Oui, mais regardez, Non, une circonscription, un canton, 100 000 habitants, 40 000 habitants. Est-ce que les gens veulent de l'éolienne? Oui ou non? Modérément. Ils en veulent, oui ou non? Modérément. Ils en veulent pas. Voilà, Plutôt non, parce que c'est moche. Est-ce qu'ils veulent la voiture électrique? Oui ou non? Ça dépend lesquels. En ville, oui. Okay. Eh oui. Non, mais bon, on va pas. Est-ce qu'ils veulent que l'immigration soit stoppée? Oui ou non? Réguler, c'est sûr, oui. Stopper, c'est impossible. Tout le monde le sait. Pourquoi? Le patronat, le premier, le dit, tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que dans les travaux publics, dans les restaurants, on a besoin de travailleurs étrangers. Mais écoutez, il faut réguler l'immigration, bien sûr, la maîtriser. J'observe que Trump a arrêté l'immigration et que ça marche mieux. Ah bon? Et il l'a fait. Déjà? Et il l'a fait. Déjà? Et l'économie marche mieux. Ah oui. Et il l'a fait. On verra. On verra. Il l'a fait en ce moment. Donc dites pas que c'est impossible, parce que c'est possible en fait. Et j'en ai marre d'entendre ces trucs-là, c'est impossible. C'est possible. Et tout est possible. Quand on veut, on peut, comme dit l'autre. Bon, écoutons François Bayrou pour sa tournée d'adieu. Tous les jours, il part. Donc, jamais autant parlé, Premier ministre. Ah oui. Jamais autant entendu. Tous les jours. Plusieurs fois par jour. Bah, il en profite. Et là, on apprend qu'il fait un documentaire sur son départ. Donc, il a parlé de la tournée d'adieu. Écoutez. Bon. La politique, c'est pas du spectacle. C'est pas une tournée, entre guillemets, d'adieu, comme vous dites. Je suis un responsable politique. Je l'étais avant d'être Premier ministre et je le resterai après. La question, elle est beaucoup plus simple. C'est est-ce que notre pays a mesuré la gravité de la situation devant laquelle il se trouve, et la situation, elle est de deux piliers, si j'ose dire. Premier pilier, la France est un pays qui ne produit pas assez, qui ne produit plus assez. François Bayrou, je le rappelle, a voté pour Ségolène Royal en 2007. Il a voté pour François Hollande en 2012. Et Macron en 2010. Il a participé à mettre Macron. Et il a mis Emmanuel Macron en se retirant. Et d'ailleurs, ensuite, il a été commissaire au plan. Ouais. Commissaire au plan pendant 5 ans où il a son. On ne sait pas ce que ça veut dire. Et c'est un boomer. Mais, et là, ce qui est quand même très intéressant, j'ai appris ce matin qu'il est en train de tourner un documentaire sur son départ. Ah bon? Oui. Il y a un documentaire qui a été tourné, où ils ont été autorisés, les journalistes, à tourner à Matignon, sur lui et sur ses derniers jours à Matignon. Et donc, il y avait un contrat qui a été signé, comme quoi ce documentaire qui est en train d'être tourné ne pouvait pas être diffusé tant qu'il n'était pas parti. Et il pensait au départ, les signataires, que ce documentaire passerait à la limite dans 2 ans. Et là, tout le monde est sur les charbons ardents parce qu'il faut travailler comme des fous, parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, ce documentaire, au montage, exactement, puisqu'il pourra... Ah oui, c'est le documentaire de Patrice Duhamel. Exactement. C'est le documentaire de Patrice Duhamel et qui est monté au quotidien. Ah oui, non mais ça c'est... pourquoi pas ça, c'est chronique d'un départ annoncé. Oui. D'un suicide. D'une certaine manière, il y a des ambitions à venir, même si ce matin il s'en défend un peu. C'est pour la il veut capitaliser sur cette période, on a bien compris. C'est pour la postérité alors. Thomas Soto lui a demandé est-ce que c'est une connerie le vote de confiance. Écoutez. En demandant ce vote de clarification, est-ce que vous avez fait une connerie ? Beaucoup de gens disent ça dans votre entourage, dans le socle commun. C'est le mot qui revient. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est une faute politique parce que précisément, vous sacrifiez ce pourquoi vous vous battez ? Eh bien, vous vous trompez sur toute la ligne. Et ceux qui disent ça, évidemment, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Comme vous savez, j'ai donné en plusieurs étapes au pays une photographie de la situation qui est une photographie alarmante d'une situation alarmante. Et en avril, et puis au mois de juillet, on a proposé un plan, la dimension d'un plan. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été ? Pendant tout l'été, le débat s'est focalisé non pas du tout sur la situation, sa gravité et son urgence. On a parlé des jours fériés. Mais le débat s'est focalisé, comme vous dites, sur des mesures. Et il n'y avait plus que ça. Bon, oui, c'est une connerie. Il sait tout, monsieur Bayrou. Il disait il y a 2 secondes, on ne produit pas assez. Et pourquoi on ne produit pas assez, monsieur Vallini ? Parce qu'on n'a plus d'industrie. Et pourquoi on n'a plus d'industrie ? Parce qu'on les a virés.
C'est eux qui les ont virés. Et après, ils viennent nous dire qu'on produit plus assez. Ça fait 25 ans que la désindustrialisation est en cours. Hein. Mais pas eux, pas précisément, ça fait 25 ans. Ils ont fait n'importe quoi. Les 35 heures. C'est-à-dire qu'il vient vous dire on produit pas assez. Oui. Et on a enlevé nos industries. Oui, elles sont parties. Et, et pourquoi elles sont parties? Elles sont parties parce qu'il y a une époque où on ne parlait que des services. Et on disait, non, elles ne sont pas parties pour ça. Elles ne sont pas parties pour ça. Elles sont parties parce que le coût du travail, parce que les charges, etc. Si on avait fait une politique un peu plus libérale et qu'on avait allégé tout ça, les entreprises ne seraient pas parties. Sûr, si on n'avait pas eu Monsieur Hérault qui a... Ça date d'avant Monsieur Hérault. Mais la désindustrialisation, elle remonte à 25 ans. Bien sûr. Mais aujourd'hui, alors tous ces gens-là, il y a de dire non mais enfin, on nous prend pour des imbéciles, on nous prend pour des blimblins, ça s'appelle. On nous prend pour des blimblins, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc si tu avais fait une politique libérale, ouverte, en favorisant les entreprises et le travail, tu n'en serais pas là. On a commencé à la faire avec François Hollande en 2014. Ah oui, ça m'a échappé. La politique de l'offre. Ah si, et Macron l'a continué d'ailleurs. Le patronat le reconnaît. Hein. Il est 9h. Moi j'ai surtout souvenir des impôts de Monsieur Hérault. Oui. Que vous avez payé vous, mais je parle des entreprises. Oui. On a beaucoup diminué les charges des entreprises à partir de 2014. Politique de l'offre. On n'est pas très compétitif par rapport aux autres quand même. Non, pas encore assez. Pas assez, oui, comme vous dites. Premier ministrable de gauche, loin derrière pour chacune des personnalités politiques suivantes, parce que ça serait quand même invraisemblable. S'il y a un Premier ministre socialiste, je vous assure, je ne sais pas comment ça va tenir dans ce pays. C'est-à-dire que tu fais 1,7% et tu vas mettre un Premier ministre socialiste. Mais on est chez les dingues, hein. Faut qu'il fasse attention quand même, Emmanuel Macron, parce que ça peut très mal finir. Hein. Ça peut très mal finir. Alors Jordan Bardella, visiblement, c'est celui que les Français préféreraient. Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Christine Lagarde, Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand. Bernard Cazeneuve, est-ce que ça peut être un choix qui est un ancien socialiste? Ancien socialiste. Aujourd'hui, il est où? Il a son propre micro-parti dont le nom m'échappe. Ah, bon, la Convention. La Convention, c'est ça. Bon, la Convention. Est-ce que... Alors, ça avait été envisagé l'été dernier, rappelez-vous, Bernard Cazeneuve. Et la raison pour laquelle ça n'avait pas été retenu par le président de la République, semble-t-il, parce qu'il avait des craintes sur le fait qu'il détricote son propre bilan. Oui. En fait, Bernard Cazeneuve, il a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est quand même qu'il n'est pas socialiste. Et donc, est-ce que les socialistes vont le suivre d'un seul homme? C'est pas certain. Mais c'est un homme de qualité. Et en même temps, c'est un homme de qualité qui a déjà exercé il a écrit un livre sur François Mauriac, un livre remarquable. Donc ça, quand même, il a déjà été Premier ministre. Il a quelques avantages. Oui. Quelqu'un qui a écrit un livre sur François Mauriac n'est pas forcément, ne peut pas être un mauvais homme. Et c'est un confrère. Oui, et qui a une réputation sérieux, d'être au niveau. Il est au niveau, il a une vision et il tient le cap. Et il est toujours très élégant. Exactement. Mais vous avez raison, parce qu'en politique... Bon, on a le profil du prochain ministre. Non, mais il a été... Vous avez vu, Olivier Faure est quand même beaucoup plus bas dans le classement, parce que lui, là, visiblement, Olivier Faure se voit déjà à Matignon, là, il en parle, il a fait des pieds et des mains pour y être, il arrive plus loin dans ce classement. Honnêtement, je n'imagine pas Olivier Faure Premier ministre. À vrai dire, moi non plus, mais vous savez, avec le président, il faut se méfier. Mais enfin, il faut quand même avoir une colonne vertébrale pour être Premier ministre. Olivier Faure, c'est un caméléon. Partout où tu le mets, il change de couleur. Il pourra parler avec il aura des gens autour de lui avec qui ils pourront le comprendre. Non mais Cazeneuve il a été torpillé par la gauche la dernière fois, véritablement. Bon, le 10 septembre, qu'est-ce qui se passe le 10 septembre? On va voir le sujet de Valentin Rouillant, puisque hier les préfets étaient à Beauvau. C'est habituel la réunion des préfets? Je crois que c'est habituel, oui. Mais là, c'est un contexte particulier, mais oui, c'est habituel. C'est habituel, oui. C'est au moins 5 fois par an, 5 ou 6 fois par an. Bon, d'ailleurs, il y a un nouveau préfet qui a été nommé en Corse, je crois, Pascal Pierre Garbarine. Très important le préfet en Corse, paraît-il. Ah oui, très très important. Oui, parce que c'est le représentant de l'État et il a beaucoup d'attributions. Voilà. Et l'ancien est resté très peu de temps. Oui, mais l'ancien, il ne savait pas très bien quelle était la mission d'un préfet. Il préférait monter sur les voitures avec un porte-voix. Ah oui. Lors des manifestations. Bon, donc ça choque parce qu'on n'avait pas l'habitude. Remarquez, on a eu un préfet qui a fini à la santé, qui était M. Bonnet. Le préfet Bonnet. Puisqu'il brûlait les paillotes. Mais bon. Je que je n'ai aucun lien avec lui. C'est vrai aussi que... c'est vrai qu'aussi qu'il y a eu un préfet qui a été assassiné. Voilà. Il faut rappeler d'ailleurs que le jour où il a été assassiné, il y avait 40 000 Ajacciens qui étaient dans la rue. Qui défilaient sur le cours Napoléon pour dénoncer l'assassinat. Je vous propose de voir le sujet de Valentin Rouillant. Face à cette future journée de mobilisation, Bruno Retailleau se montre inflexible. Le ministre de l'Intérieur a adressé un télégramme à tous les préfets de l'Hexagone. Une lettre placée sous le signe de la fermeté.
Face à la possibilité d'actions ponctuelles et peu prévisibles, la mobilité des forces placées sous votre autorité s'impose comme une absolue nécessité. Toute tentative de blocage des infrastructures essentielles à la vie de la nation devra être entravée en amont et, le cas échéant, faire systématiquement l'objet d'un déblocage dans les délais les plus brefs. Le locataire de la place Beauvau adopte également une vigilance renforcée envers certains biens publics, souvent ciblés. La dimension symbolique de certains équipements publics tels que les radars routiers ou de certains sites susceptibles d'incarner le capitalisme doit vous amener à leur porter une attention particulière. Une manifestation qui devrait mobiliser une population proche de la gauche radicale, selon une enquête de la Fondation Jean Jaurès. En décembre 2018, lors d'une grande mobilisation des Gilets jaunes partout en France, près de 2000 personnes avaient été interpellées, dont plus de 1700 gardes à vue en à peine 24 heures. Bon, Thomas Bonnet, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude très forte de la part du ministre de l'Intérieur. Juste un point quand même, parce qu'on parle des socialistes qui pourraient arriver à Matignon. Je rappelle, parce que c'est important de le rappeler, que les socialistes appellent à manifester le 10 septembre. Donc les mêmes qui veulent exercer des responsabilités au plus haut sommet de l'État sont ceux qui appellent à bloquer, en tout cas à accompagner le mouvement le 10 septembre. Ils sont sur la position bloquons tout Ils sont sur la position qu'il faut accompagner le mouvement. Et derrière le mot accompagner, vous mettez à peu près ce que vous voulez. Mais ça veut dire quand même que vous avez un parti dit de gouvernement qui appelle aussi à bloquer le pays. Oui, c'est vrai, j'ai vu que le PS, toujours un peu entre deux chaises, avait appelé à accompagner le mouvement. Ça veut dire quoi, accompagner? On soutient pas, on y va, on regarde, je sais pas. Un mouvement de blocage, il faut le rappeler. Hein. Oui. Et de sabotage, parce que ça aussi... De sabotage. Sabotage, c'est pas anodin dans l'histoire de notre pays. On n'a pas eu beaucoup de mouvements, et Dieu merci, où on a saboté des éléments comme ça. Oh, le PS est habitué à saboter le pays. Les 39 heures, les 35 heures, la 5e semaine, les 60 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous sers un peu de défouloir, finalement. Il faut que je vienne au moins une fois par semaine, parce que ça vous fait du bien. Il y a un peu de vrai, quand même. André Valéry, il y a un moment, c'est comme moi j'aimais bien le sport pour ça. Il y a un moment, tu as les résultats, les conséquences des actes que tu as pris. Quand le package Mitterrand, 39 heures, la 5e semaine, 60 ans, plus le package Jospin, 35 heures, il y a un moment, tu payes. Il y a un moment, tu payes. C'est-à-dire que ce qui était possible il y a quelques décennies n'est plus possible aujourd'hui. Le modèle social a vieilli, c'est vrai, et la compétition internationale s'est accrue. Mais les 35 heures, pardonnez-moi, les gens de droite les contestaient, les 35 heures. Et ils ne sont pas revenus dessus, dites donc. Mais comment se fait-il que Sarkozy, votre ami, Sarkozy, n'est pas revenu sur les 35 heures? On a fait les heures supplémentaires. Mais défiscalisé, on a essayé de... En fait, c'est un état d'esprit qu'il faudrait sans doute changer. Il faudrait dire aux gens, il faut bosser, en fait. Faut bosser. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas opposer les générations. Rachel Kahn. C'est pour ça qu'on ne peut pas opposer les générations. Parce qu'effectivement, il y a eu des lois qui ont accompagné les générations, qui ont fait évoluer les états d'esprit. Et moi, je considère que là, en pointant du doigt les boomers, par exemple, avec cette culpabilité de cette génération-là, c'est absolument néfaste, justement pour les générations futures qui ont un devoir, notamment idéologique. Un devoir de bosser. Je lis un petit message qui me fait rire, qui vous est adressé. Monsieur Valigny dit s'être présenté à 24 élections et pas vous. Il se trompe. Vous vous présentez tous les jours, même 2 fois par jour aux élections en faisant 600 000 et 1 million de téléspectateurs chaque jour. Une circonscription, c'est 100 000 habitants et 40 000 votants, on peut comparer. L'audimat, c'est comme les élections. Alors, non, vous savez, c'est pas comparable. Non, c'est pas. Ça m'amuse, et c'est pas comparable. Et vous avez raison, et c'est pour ça d'abord, on a beaucoup de respect et d'amitié pour vous, parce que je vois bien qu'en fait, quand vous dites que vous êtes un défouloir, non, je vois bien qu'en fait, vous ne pensez plus comme vous pensiez. Bah, on évolue dans la vie, bien sûr. Vous pensiez plus, et vous voyez bien... Le contexte évolue, donc voilà, on évolue. Vous voyez bien le drame qui a été fait sur le travail par ces lois-là. Les 35 heures, vous ne le referiez pas? Non. Je pense qu'aujourd'hui, on ne le ferait pas parce que la compétition économique internationale est devenue tellement féroce que... Mais enfin, la tendance lourde dans l'histoire du travail depuis le 19e siècle, c'est de réduire le temps de travail. C'est quand même un progrès social de réduire le temps de travail sur le temps long. Il y a des contextes pour le faire et d'autres où c'est moins propice. Bon, assurance, qu'est-ce que c'est que cette affaire du plan du gouvernement pour maintenir la couverture des risques d'émeutes? Alors ça, c'est encore autre chose. Le gouvernement envisage, Thomas Bonnet, la création d'un fonds de réassurance garanti par l'État pour couvrir les dégâts liés aux émeutes. Inspiré du régime des catastrophes naturelles, ce mécanisme rendrait obligatoire la couverture du risque d'émeute pour les assureurs. Donc c'est moi qui vais payer le risque d'émeute? C'est vous, mais c'est tout le monde. C'est 5% de surprime sur tous les contrats d'assurance habitation, automobile, professionnel
pour couvrir ce qui est en train de devenir un aléa comme un autre, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait des émeutes urbaines et donc des dégradations. Mais c'est un impôt, c'est une sorte d'impôt déguisé sur les contrats d'assurance. Parce qu'on est obligé d'avoir un contrat d'assurance, au moins pour la maison. Là, ce serait pour les oui, pour en plus là c'est l'assurance sur les biens. Moi je suis contre. Mais ça montre bien que l'État n'est plus en mesure. C'est une socialisation. Les violences urbaines. Donc maintenant on se dit et alors, évidemment, normalement, c'est le casseur-payeur. C'est celui qui casse qui paye. C'est la logique, évidemment. Tout le monde dit ça, de Gabriel Attal, etc. Et puis, dans les faits, non, c'est toujours sur les mêmes. C'est Nicolas qui paye, comme on dit. C'est une socialisation du risque sécuritaire. Et c'est pas nouveau. Il existe déjà dans les tribunaux, vous le savez, maître, une commission d'indemnisation des victimes. Quand l'auteur de l'infraction ne peut pas payer, eh bien, on paye sur le budget de l'État. C'est nous qui payons déjà depuis des années, en réalité. C'est la CIVI. C'est une socialisation du risque sécuritaire. Pardonnez-moi, lorsqu'on manifeste, la manifestation est un droit et c'est légitime. Pourquoi les manifestants cassent tout, puisque ensuite, c'est nous qui payons ce qui a été cassé. Et ils cassent l'endroit où ils vivent. Je ne vais pas casser ma propre maison. On m'installe des abris pour les bus. Pourquoi je les casse? Et c'est encore les gens qui travaillent, qui eux n'ont pas manifesté et qui n'ont rien cassé, qui vont encore payer. C'est ça. Mais on marche sur la tête. Il faut, encore une fois, quand on veut faire payer le crime organisé, je fais ce parallèle, et qu'on veut leur prendre leurs biens, il y a l'Agrasc qui a été créée. C'est une agence qui est chargée de saisir les biens matériels qui proviennent du crime ou du trafic. Et aujourd'hui, cette agence, elle fonctionne très très bien et elle est très bénéficiaire. C'est une grande réussite de l'État. Bravo. Ok. Eh bien, pourquoi on ne ferait pas la même chose sur les petits délinquants, où on les obligerait également. Mais on s'en fiche. Ils vivent d'aide sociale dans des logements sociaux. Vous allez laisser. On saisit. On saisit ce qui est à saisir. Il y a quand même. Les aides sociales. Marine Le Pen. C'est pas bête. Voilà, ce n'est pas stupide, c'est même intelligent. Si on ne fonctionne pas comme ça, c'est la dérive. Donc là maintenant, on va encore payer sur nos assurances pour des dégâts qui sont causés par des autres. Mais on marche sur la tête, encore une fois. C'est une déresponsabilisation. Voilà, Bruno Retailleau était donc avec les préfets hier qui étaient réunis à Beauvau et en marge des manifestations du 10 septembre. Il s'est adressé aux préfets et il a rappelé effectivement les propos de Jean-Luc Mélenchon qui avait dit aux préfets ou menacé les préfets de les mettre en prison. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Ce sont des révolutionnaires aux petits pieds qui rêvent de grands soirs. Alors évidemment, le Vendéen que je suis... c'est toujours méfier des grands ou des petits Robespierre. Mais eux, pour parvenir à leur fin, voudraient utiliser tous les moyens. Ce sont des esthètes de la violence qui veulent provoquer, qui veulent insulter, qui menacent à tour de bras. L'ingénieur en chef, vous le connaissez, c'est monsieur Jean-Luc Mélenchon, et chacun évidemment saura pourquoi. Je cite ici ce nom, pourtant dans cette belle salle, dans le ministère de l'Intérieur, il y a comme un choc thermique évidemment à l'évocation du nom dans le lieu, devant ce vénérable auditoire. Mais vous savez pourquoi je prononce ce nom, puisque le leader Maximo, le gourou des Insoumis, a promis les préfets, dès qu'il arriverait au pouvoir, à la prison. Les mots, je ne les reprends pas, mais c'est la honte absolue, bien évidemment. Il ne promet pas la prison aux délinquants, aux violents. Ceux-là, il a pour habitude de les excuser. Il ne promet pas la prison aux haineux de l'antisémitisme, aux suppôts de l'islamisme. Ceux-là, il a l'habitude de les draguer leur voix. Mais la prison pour ceux qui précisément combattent la violence, luttent contre la haine et font vivre au quotidien la République. Nos principes républicains, voilà une inversion totale des valeurs. André Valigny, ce qui est frappant évidemment dans la sortie de Jean-Luc Mélenchon, c'est une forme d'indulgence médiatique. Il dit « je vais mettre les préfets en prison ». C'est une phrase qui est passée comme ça. Vous imaginez si c'était un homme de droite qui avait dit une chose pareille. Ce serait l'ouverture peut-être de tous les journaux télévisés. Et ce serait des éditoriaux, etc. J'imagine que vous êtes bien éloigné de
Jean-Luc Mélenchon. Vous trouvez que c'est un factieux? Vous trouvez qu'il est dangereux pour la République? Avec ce genre de propos, effectivement, on se rapproche quand même de la sécession par rapport aux principes républicains. Mais je pense, moi, quand même, pour connaître les gens en province, chez moi, je pense que ce genre de déclaration lui fait beaucoup de tort. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, en multipliant les sorties comme ça, aussi excessives, aussi extrémistes, aussi factieuse en puissance, se fait du tort politiquement. Donc c'est un factieux, mais la question qui va se poser, qu'on va poser toujours et tout le temps, dans une élection législative, dans un deuxième tour, entre un député du Rassemblement national et un député de la France insoumise, si vous êtes confronté à ce choix. Vous me l'avez déjà posé cette question. Oui, mais les choses évoluent. Vous dites vous-même que vous évoluez, donc ça m'intéresse. C'est un cas de conscience, évidemment, chaque fois que je dois répondre à cette question. Est-ce que Marine Le Pen est factieuse? Je pense aujourd'hui que je m'abstiendrai ou que je voterai blanc. Mais est-ce que Marine Le Pen est factieuse pour vous? Je ne la connais pas assez. Elle n'a pas de déclaration aussi violente que celle de Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce qui fait au fond que vous dites Jean-Luc Mélenchon est un factieux, ce que vous dites? En puissance. En puissance? Oui. Bon. Qu'est-ce qui fait au fond que vous ne barrez pas la route à un factieux? En tout cas, je ne lui apporte pas ma voix. Non, mais la question... C'est déjà pas mal pour un homme de gauche de ne pas voter à gauche. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis comme moi, de gauche, qui ne sont pas du tout alignés sur la France insoumise, qui se posent les mêmes questions que moi, qui s'acheminent vers un vote blanc, la mort dans l'âme, parce que quand on est de gauche, on a envie de voter à gauche. Mais voter pour la France insoumise, ça devient quasiment impossible. Et pourquoi je suis triste de dire ça. Et pourquoi on n'envisagerait pas, quand même, vu les propos qui sont outrageants sur des poursuites pénales contre M. Mélenchon. Là, je pense que ça peut. C'est pas des poursuites pénales. Non, mais là parce qu'il flirte de manière habile. Mais je pense que quand il y a des sorties de route qui sont trop éloquentes, je pense qu'il devrait y avoir des poursuites. Votre question, est-ce que Marine Le Pen est factieuse? Je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment bien répondu. Moi, je réponds très clairement, non. Elle n'est pas pour la remise en cause d'un ordre républicain. Jean-Luc Mélenchon est remis en cause d'un ordre républicain. Et moi, ce que j'aimerais savoir, notamment la position d'André, on prétend vouloir Matignon, je dis Olivier Faure, est-ce qu'il a vraiment rompu avec LFI? J'arrive pas à le savoir. Est-ce qu'il y a une rupture réelle ou pas? En tout cas, LFI a rompu avec lui parce que LFI a dit qu'en aucun cas, il ne soutiendrait un gouvernement socialiste qui n'appliquerait pas le programme du NFP. Donc la rupture, elle est consommée, me semble. Pas suffisant. Mais ce harcèlement constant des institutions, des préfets, avec l'héritage napoléonien, etc., le pilier de la République, Jean-Luc Mélenchon est un danger dans la mesure où il fait des passes décisives pour le chaos. Elle est extraordinaire quand même, votre réponse sur Marine Le Pen. Se dire je ne la connais pas assez, ça fait 23 ans qu'elle fait des choses. Je ne la connais pas, je ne la connais pas personnellement. Non mais je connais son origine politique. Depuis 23 ans, vous trouvez qu'il y a des déclarations factieuses? C'est simple, ma question. Il y a des déclarations xénophobes, il y a des déclarations nationalistes, et moi je ne suis ni xénophobe ni nationaliste, donc je ne peux pas voter à l'extrême droite. Cher Pascal. Est-ce que vous trouvez toujours, en fait, c'est toujours la même chose? Trouver, par exemple, que Marine Le Pen est d'extrême droite. Oui, xénophobe et nationaliste, pour moi, c'est l'extrême droite. D'accord. C'est simple. Mais par exemple, quelle déclaration précisément vous vient? On peut en sortir beaucoup des déclarations. Oui, mais lesquelles? Moi, je ne lisais pas sur mon téléphone. Xénophobe, moi, je ne vois pas de xénophobie, mais peut-être que je me trompe. Alors franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec Mme Le Pen, notamment sur le plan économique. Je trouve qu'effectivement, c'est mieux d'être plus libéral. Elle est presque socialiste sur le plan économique et fiscal. Par exemple, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand on parle de l'immigration, pour vous, on est xénophobe. Est-ce que dire il faut stopper la migration, est-ce que pour vous, c'est xénophobe? Non, il faut la réguler. Non, mais est-ce que pour vous, c'est xénophobe de dire... de considérer que tous les problèmes de la France sont dus à l'immigration? Mais qui dit ça? Que c'est le problème... Vous me l'avez dit un jour. Mais qui dit ça? Mais qui dit ça? Que l'immigration est le problème dont découlent tous les autres. C'est un problème dont découlent tous les autres. Est-ce que la sécurité découle de l'immigration? Non. Ah bon? Mais non. Et à Marseille, c'est quoi le Tunisien? Mais oui, vous prenez un cas particulier. Je prends un cas qui vient de se passer, pardonnez-moi. Il y a des délinquants d'origine immigrée, il y a des délinquants de souche française. Et combien d'étrangers sont dans les prisons françaises? 25%. Donc il n'y a pas de rapport? Il y a un rapport avec la ghettoisation des quartiers, la pauvreté, la précarité. C'est vrai que... Eh oui. Ça, c'est un vieux discours. Mais non. Non, André. André, tous les pauvres ne sont pas délinquants, mais en général, quand on tombe dans la délinquance, c'est qu'on est Vous n'avez pas changé de logiciel. Mais... Donc c'est xénophobe de dire ça?
En fait, est-ce que c'est xénophobe de dire l'immigration ? C'est de dire que tous les problèmes de la France viennent de l'immigration. Mais personne ne dit ça. Personne. On dit que c'est un problème majeur. Ou de l'Europe. L'immigration et l'Europe. Et c'est xénophobe et nationalisme. Oui. Bon, écoutez, si vous trouvez que c'est xénophobe... Je suis de gauche, excusez-moi. Mais vous êtes surtout... Vous voulez qu'on parle du Mercosur, où on n'a même plus notre indépendance... Oui, du Mercosur, où on n'a même plus notre indépendance alimentaire. C'est être xénophobe de dire ça. Bien étudier le sujet du... Oui, mais il faut toujours tout étudier. Mais est-ce que c'est xénophobe de dire qu'on n'a plus notre indépendance alimentaire ? Oui ou non ? Le problème du commerce international est assez clair. Chaque fois qu'on signe un traité de libre-échange, ça enrichit l'économie. Avec le CETA, ça a été le cas. Le Canada, notamment. Donc, les traités de libre-échange, ils favorisent l'économie. Il ne faut pas être malthusien. Moi, je récuse le terme xénophobe, mais en revanche, on a le droit d'être souverainiste. Oui, bien sûr. Philippe Seguin, sa fameuse phrase, il était xénophobe ? Non, bien sûr. Ah, mais il disait la même chose. Hein. Pas Philippe Séguin. Mais il disait la même chose. Il ne disait pas que tous les problèmes venaient de l'immigration. Mais il disait la même chose. Il ne disait pas que tous les problèmes venaient de l'immigration. Il disait la même chose. Sur l'Europe, mais pas sur l'immigration. Personne ne dit que l'immigration est le problème. Mais je peux vous retrouver. Il n'y en a qu'un. Mais en revanche, c'est un problème, effectivement, découle la sécurité, l'identité. Pardonnez-moi, l'identité française qui a été mise à mal avec une immigration massive. Je veux bien que vous le contestiez. Il suffit de se balader dans la rue. Et dans des rues, quand vous êtes à Lyon, vous venez de Lyon, arrêtez de raconter, il suffit de voir. Je viens pas de Lyon, je viens d'Isère. Mais il suffit de voir, vous vous baladez dans Lyon, Lyon a changé. C'est ainsi, l'identité de Lyon a changé. Oui, un pays évolue, évidemment. Oui, mais il évolue. Il change. D'accord, mais on peut vouloir garder une identité ancienne. Bien sûr. Et ça, c'est pas xénophobe.